À la une de l'actualité aujourd'hui, ce plan de délocalisation chez BNP Paribas. Selon une note interne que nous nous sommes procurée, la banque envisagerait de supprimer des postes dans les DOM pour en créer dans l'Hexagone. Voilà de quoi donc alimenter les manifestations du 1er mai. Demain, les syndicats seront dans les rues de Fort-de-France pour la fête du travail. Un rendez-vous annuel qu'ils préparent très sérieusement, on le verra dans ce journal. La préparation, l'anticipation même, c'est aussi ce qu'il faut aux chefs d'entreprise pour traverser le mois de mai. Avec 5 jours fériés, dont 4 vendredis, l'organisation du travail est toujours très bouleversée et chacun prend ses dispositions. Enfin, ils respirent de la poussière tous les jours et les épisodes de pollution de l'air n'arrangent rien. Les ouvriers du bâtiment ou ceux qui travaillent sur les routes font partie des plus incommodés par la brume de sable qui nous a traversés ces derniers jours. Et puis vous le voyez, notre invité ce soir sera un ambassadeur de la sécurité routière, un véritable rescapé. Mickaël Gouassid nous parlera donc de sécurité routière avant ce week-end très accidentogène. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre en bref avec cet anniversaire d'une certaine manière. La fourrière départementale a passé aujourd'hui la barre des 3 mois de blocage, 91 jours de grève marqués par un nouveau rebondissement. Les grévistes auraient empêché le directeur de quitter la fourrière au volant d'un véhicule de la société. Les grévistes soutenus donc par la CSTM l'auraient sommé de s'en aller à pied. Scandalisé, le directeur a préféré rester sur place. Il y a passé la nuit et la journée d'aujourd'hui, de quoi relancer les tensions entre les deux parties qui, malgré la médiation, n'ont toujours pas réussi à trouver d'accord, notamment sur la question de la revalorisation des salaires. Voilà donc un contexte social très perturbé, une situation qui promet un défilé riche demain dans les rues de Fort-de-France. Le 1er mai, chaque année, c'est le jour des travailleurs et donc celui des syndicats aussi, l'occasion de dénoncer des dysfonctionnements du tissu socio-économique. Un rendez-vous annuel que les syndicats préparent très sérieusement car il est question d'envoyer un signal fort aux décideurs. Myriam Boikoulin. Au niveau national, un seul combat, celui mené contre l'austérité, la bête noire des organisations syndicales mobilisées chez nous, également à la veille de la fête du travail. Le 1er mai est pour nous l'occasion de montrer, de rappeler le combat que nous menons contre l'austérité, contre le chômage, contre la perte d'emploi, contre les attaques qu'on porte au régime de protection sociale et au régime paritaire, parce que pour nous, l'austérité est socialement, économiquement et démocratiquement destructrice. Distribution de tracts dès demain dans la commune du Prêcheur. Côté CGTM, même son de cloche, la mobilisation se fera là à Fort-de-France. Objectif, dénoncer la morosité économique en Martinique. Il y a une augmentation du chômage qui est insupportable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une dégradation du service public, notamment le service de la santé et les services de l'éducation. Donc tous ces combats-là sont à l'ordre du jour. Et parmi les préoccupations à l'ordre du jour, celle concernant la situation des cadres, un statut qui serait menacé par les réformes actuelles. Il y a un mal-être et notamment, je parle pour l'encadrement, il appartiendra notamment à l'encadrement martiniquais ou antillais à peut-être se mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises pour créer peut-être des groupements et pour pouvoir rivaliser entre guillemets face à ces groupes c'est la transformation du monde du travail, c'est une évolution normale et je crois qu'il faut qu'on puisse l'accompagner. Le Parti communiste martiniquais ne déroge pas à la règle. C'est au départ de la maison des syndicats que le PCM se mobilise demain. Le secrétaire général du parti dénonce un climat social malsain. Le patronat aujourd'hui s'appuie sur la politique de rigueur menée par le gouvernement socialiste, politique de rigueur qui a de graves répercussions sur les collectivités martiniquaises qui sont en grande difficulté financière et donc il y a tout un contexte extrêmement mauvais, malsain. Les travailleurs sont obligés de se mobiliser pour se défendre. Pénibilité au travail, loi Macron, austérité, la fête du travail mobilise l'ensemble des organisations syndicales. La mobilisation est prévue dès demain 8h dans les rues de Fort-de-France. Et à la veille de ce défilé, les entrepreneurs avaient rendez-vous à Fort-de-France aujourd'hui pour la désormais traditionnelle porte ouverte de la maison de l'entreprise. Aujourd'hui, ce sont les sociétés en difficulté qui étaient à l'honneur. Pour leur venir en aide, des cabinets d'experts, des représentants de la Chambre de commerce ou de la BPI France étaient là toute la journée. Ils ont distillé de précieux conseils aux visiteurs. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Océlia Cartès et Michelet François. Je suis venu pour financement parce que déjà les banques sont très difficiles. Ça aide tout le monde, ça m'aide aussi puisque ne pas trouver des financements pour l'entreprise,
bon, c'est via un échec, quoi. On attendait quand même une cinquantaine de chefs d'entreprise. On a eu quand même une belle affluence. Nous sommes à la mi-journée. Nous avons déjà reçu à peu près une quarantaine d'entrepreneurs. Nous ciblons toutes les entreprises, que ce soit jeunes ou qu'elles soient installées depuis un moment. Toutes les entreprises sont ciblées. On demande aux entreprises de venir nous voir. Ensuite, on va leur proposer un rendez-vous individuel pour traiter leurs solutions, les solutions pour eux au cas par cas. Toujours au chapitre entrepreneurial, social surtout. Après France Antilles Martinique, c'est sa version guadeloupéenne qui est dans la tourmente. Ce matin, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a placé le quotidien en redressement judiciaire. Une entreprise qui, depuis le 15 avril dernier, est en cessation de paiement et fait face à de grosses difficultés financières. Pour les 127 salariés, la situation est bien sûr pesante. Le 25 juin prochain, les modalités de ce redressement seront précisées. Pour l'heure, des administrateurs ont été désignés. Pas de quoi rassurer le personnel pour autant. Écoutez le délégué syndical adjoint UGTG du personnel. Il répond à Linda Kayarsi. Nous attendons proposition à ces messieurs et nous aussi nous réfléchissons sur d'autres propositions puisqu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle France Antilles a doué lui-même parce que ces sociétés là qui a doué France Antilles là, ces sociétés qui appartiennent au groupe Personne Média, qui a doué un paquet d'argent à France Antilles et ils n'ont pas bailli. Donc nous pas là pour mystifier les collègues en nous, mais nous avons constaté que la direction là font en situation créer une situation catastrophique pour que les salariés perdent travail ou mettent la société en difficulté. Et c'est ça que nous avons dénoncé et nous fermement dénoncer ça. Et aujourd'hui, là, nous dit direction là, avec l'ensemble des salariés, nous monter à donc pour dire que nous ne sommes pas d'accord du tout avec cette situation-là, nous allons mettre les salariés en péril. Retour en Martinique, direction la préfecture. Les membres du comité régional d'orientation et de suivi du plan Écophyto se sont retrouvés pour un point sur l'utilisation des pesticides en Martinique. Des produits phytosanitaires dont l'usage a largement diminué ces 20 dernières années, notamment dans la culture de la banane. Malgré tout, il reste encore très présent dans les pratiques agricoles. Un véritable combat pour les associations écologiques et l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'environnement du travail. Écoutez leurs représentants face à la caméra de Volana Razafi Manonsoa. Tous les produits phytosanitaires sont des produits qui ne sont pas anodins. Ils ont comme objectif de tuer un certain nombre d'espèces vivantes. Donc par nature, c'est des produits qui peuvent présenter des vrais dangers et donc il est fondamental de les évaluer de façon extrêmement précise avant de les autoriser. Donc on est dans un contexte de sévérisation de ces critères pour les années à venir. Et de l'autre côté, nous rencontrons un certain nombre d'acteurs, d'agriculteurs qui rencontrent des problèmes par le manque de produits disponibles pour répondre à des difficultés qu'ils rencontrent. Donc l'objectif est d'essayer d'anticiper le plus possible ce type de problème pour favoriser le développement d'alternatives au travers de méthodes par exemple de lutte biologique lorsque c'est possible. Nous importons tout de France avec des résidus pesticides. Nous importons aussi de la Caraïbe avec résidus pesticides et dans le même temps, il est demandé aux Martiniquais de produire sans pesticides. L'enjeu principal, c'est le retrait pesticides. Il faut que nous parvenions à continuer à retirer nos pesticides, et surtout les pesticides dangereux, singulièrement le glyphosate. Mais dans le même temps, nous ne pouvons pas demander du retrait pesticides de respecter la règle européenne là aux Antilles françaises, et puis tout ce que nous importons de la Caraïbe ne respecte pas les normes. Donc nous demandons aussi que tout ça soit respecté. D'une problématique environnementale à l'autre, parlons de cet air que nous respirons après 4 jours de pollution. Sa qualité s'est enfin améliorée aujourd'hui. Demain, sa note sera de 4 sur 10, soit un air bon, mais il sera médiocre samedi et dimanche. Des fluctuations qui ne sont pas très agréables et qui peuvent avoir des répercussions sur notre santé. Lesquelles? Et en cette veille de fête du travail, quelles sont les professions les plus exposées? Élément de réponse avec Myriam Wakoulin et Elodie Touto. Maçon, foreur, ouvrier sont ces professions en extérieur très exposées à la pollution atmosphérique, comme sur ce chantier du TCSP. On fait des trous de 3 mètres, 6 mètres, ça dépend. Après on injecte des bords et après on met du coulis dedans, du ciment. Beaucoup de poussière. À l'œil nu, rien de visible. Difficile aussi de ressentir la pollution dans un univers envahi quotidiennement par les particules fines. Toute la journée dans la poussière. Donc on ne ressent pas ça, non. On ressent surtout la chaleur. La qualité de l'air, moi sincèrement, j'ai pas vu tellement de différence entre il y a 2 jours et maintenant. Mais c'est surtout la chaleur. Depuis avant-hier, il fait très très chaud. J'ai tellement l'habitude de travailler dans la pollution, donc on ne fait pas attention, mais on le ressent quand même. On est très exposé. Ça c'est pour les ciments. Équipement obligatoire. On a des masques quand même prévus à cet effet.
Mais il y a quand même toujours un peu de poussière qui passe à travers le masque. Ces professions sensibles nécessitent également un suivi médical. Nous qui sommes foreurs, généralement, on a une radio de poumon tous les 2 ans, quoi. Bon, de toutes les façons, quand on vous donne les radios à faire, il faut les faire pour suivre sa santé. Si pour ces professionnels, la pollution actuelle passe inaperçue, l'Agence de surveillance de la qualité de l'air maintient l'état d'alerte. Madine Iner recommande d'éviter la pratique d'activités sportives. Je vous en parlais en titre, la BNP Paribas va-t-elle supprimer des emplois dans ses filiales d'outre-mer pour en créer d'autres dans l'Hexagone? C'est en tout cas la stratégie clairement détaillée dans une note interne. À partir de 2016, certaines activités de gestion bancaire, actuellement opérées par les agences des DOM, seront délocalisées vers une entité qui sera spécialement créée pour cette activité et dont les locaux seront situés à Bordeaux. Nous avons pu nous procurer ce document. Décryptage avec Kathleen Bilascopette, Céline Chalonneau, Marie Tricot et Volana Razafi Manansoa. Voici le document qui suscite la colère des représentants du personnel de la BNP Paribas Martinique. Une note d'information interne qui détaille les conditions du transfert de plusieurs activités vers une APAC, appui de production et appui commercial, basée à Mérignac, dans la banlieue bordelaise. Cette structure prendra en charge les activités des 4 filiales de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion qui sont mutualisables et transférables. Les financements, toute clientèle, virements et prélèvements, suivis des comptes internes et de correspondants. Nous affirmons qu'il y a une opacité, dans la mesure où les documents que nous avons reçus concernant Mérignac, nous les avons de nos collègues de la CGT Métropole. Autrement dit, localement, la direction générale, pour elle, elle ne connaît pas Mérignac. Elle nous dit ne pas connaître Mérignac. Nous avons du mal à le croire, puisque c'est le même groupe. L'entité devrait embaucher à terme 95 collaborateurs. La montée en charge sera progressive et en lien avec la migration des activités en provenance des DOM sur la période 2016-2018. Les postes d'assistants à pourvoir dans cette APAC seront en priorité proposés aux collaborateurs de Laser Cofinoga. Laser Cofinoga, un groupe dont BNP Paribas viendrait de racheter le reste du capital aux Galeries Lafayette en promettant de reclasser une partie des salariés. Preuve que le projet est bien avancé, le document montre, photo à l'appui, les locaux dans lesquels travailleront les futurs employés de l'APAC de Mérignac. Leurs horaires de travail seront aménagés pour s'adapter au décalage horaire, avec les avantages salariaux associés, primes de soir, primes de nuit et primes de repas. Pour les représentants du personnel des filiales ultramarines, la stratégie est choquante, supprimer des emplois en Outre-mer pour en créer dans l'Hexagone. En Martinique, au moins 25 postes pâtiraient de cette délocalisation vers Bordeaux, plus de 180 à l'échelle des 4 filiales. Aucune proposition de reclassement n'a été faite localement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si 30 personnes peuvent s'en aller, il y a quand même 25 personnes qui ne sont pas éligibles au plan et la BNP ne propose aucune mesure de reclassement à nos salariés, mais elle détruit les emplois et les envoie en métropole. Dans 2 courriers adressés au président de la République et à la ministre des Outre-mer, les syndicats dénoncent une discrimination prohibée par le Code du travail. Nous n'avons pas pu joindre pour l'instant la direction de la BNP Paribas Martinique afin qu'elle donne sa version. Reste que ce dossier sensible pourrait faire des vagues à une semaine de la visite aux Antilles de François Hollande. En bref, les tarifs du carburant vont changer demain et l'heure sera à l'augmentation, plus 3 centimes pour le super samplon qui passe à 1,46 € le litre, plus 1 centime pour le gazole, soit 1,15 € le litre. Seule baisse, la bouteille de gaz de 12,5 kg qui perd 0,12 centimes et coûte désormais 19,86 €. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on s'intéressera au Memorial Act, le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite négrière et de l'esclavage, qui soulève en Guadeloupe des questions financières. Et puis nous irons ensuite au Lamentin, dans une école qui a décidé d'accueillir pour sa nouvelle rentrée des élèves autistes. Une belle initiative à découvrir dans votre JT des communes. Mais je vous propose d'abord de partir en Guadeloupe. Je vous le disais à l'instant, il plane comme un air de suspicion autour du coût de l'inauguration du Memorial Act. L'événement devrait avoir lieu le 10 mai prochain en présence de François Hollande. Et pour l'occasion, la Guadeloupe aurait dépensé 8 millions d'euros. C'est en tout cas ce qu'affirme le mouvement Ambition Guadeloupe. Le président de région dément formellement et ramène le chiffre à moins de 700 000 €. De quoi semer le doute, de toute façon, dans la tête de la population qui s'interroge sur l'intérêt de ce centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite négrière et de l'esclavage. Linda Kayarsi.
Le Memorial Act, lieu de mémoire mais aussi de division. Depuis plusieurs jours, la polémique sur le coût de l'inauguration ne laisse pas indifférents les Guadeloupéens. Tout le monde parle de ça, le prix, c'est un peu choquant pour tout le monde. Je crois qu'on devait dire avant ce qu'on avait l'intention de faire, quel prix ça coûte. Je pense tout d'abord que c'est peut-être quelque chose d'utile, mais en ce moment, en Guadeloupe, on a besoin d'autre chose, c'est-à-dire occuper des jeunes qui se trouvent dans la rue, et on n'est même pas sûr de la somme exacte que ça coûte, puisqu'il y a des polémiques. Je pense qu'on a une histoire, les Juifs, tout le monde a une histoire, nous aussi on a une histoire, il faut dire que c'est une bonne chose. Même le coût, ce n'est pas mon problème, mais c'est une bonne chose pour le peuple noir. Pourtant, c'est bien le coût de l'inauguration de l'édifice qui pose problème. Pour Ambition Guadeloupe, la facture s'élève à 8 200 000 €. Pour la présidente du mouvement politique et citoyen, il faut faire la transparence totale sur le coût réel d'une construction symbole d'excès de dépenses publiques avec l'argent du contribuable en période de crise. Nous ne sommes pas contre le Memorial Act. Nous disons qu'en Guadeloupe, il y a des personnes qui n'ont pas d'eau chez elles, qui n'ont pas d'électricité, que le chômage augmente. Nous avons plus de 57 000 chômeurs en Guadeloupe. Avec les derniers chiffres, que nous avons des problèmes de nos sols qui sont pollués, tout un contexte qui ne permet pas d'avoir une dépense telle. Il y a 3 choses que nous voulons mettre en évidence. Le coût exact, le coût réel de cette réalisation, puisque c'est de l'argent public dont il s'agit. Le coût réel de l'inauguration et également le coût de fonctionnement. Du côté de la région Guadeloupe, l'heure est à la mise au point depuis plusieurs jours. Dans un communiqué adressé aux médias, l'exécutif régional affirme que le montant global de la facture de l'inauguration s'élève à 680 000 € et précise que le montant de 8 200 000 €, qui figure effectivement sur une notification de marché attribuée à la SEM patrimoniale, englobe en réalité toute une série de prestations confiées à cette société d'économie mixte et surtout la gestion du fonctionnement de la structure. Je le dis. Nous avions visiblement un petit souci avec ce reportage, je vous prie de nous excuser. Week-end prolongé ce week-end, bien sûr. Vous êtes nombreux à avoir envisagé 3 jours de fête. Chaque année, les week-ends de mai sont parmi les plus accidentogènes. Demain, les manifestations pour rappeler les dangers de la route seront nombreuses. Mais au-delà de ces rendez-vous les mieux placés pour en parler, ce sont encore les rescapés, les survivants. Michael Gouassid en fait partie. Bonsoir Michael. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en duplex ce soir. Alors vous avez survécu à un accident de la route très violent. Il y a quelques années encore, vous étiez valide comme moi. Quelle est votre histoire, Michael? Alors mon histoire est très simple. J'ai été victime d'un accident de la route en 2005, donc maintenant il y a 10 ans. Suite à mon accident, j'ai perdu ma main gauche, ma jambe droite, j'ai une prothèse, et ma paralysie est de 80%. Donc à partir de mes seins, je ne sens plus rien. Je suis en fauteuil roulant, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cet accident? Accident de moto. J'arrive dans une intersection. Il y a un camion qui freine 1 mètre après le stop. Une voiture étant derrière ce camion, double par la droite, me rejoint. J'atterris 15 mètres plus bas. Je perds ma jambe, mon bras. Je fais 1 mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation, donc 2 ans d'hôpital, 65 opérations chirurgicales. Opérations très lourdes que j'ai dû supporter et une vie qui change complètement. J'en doute bien. Depuis, vous êtes devenu en tout cas une sorte d'ambassadeur de la sécurité routière. Qu'est-ce que vous dites aux gens que vous rencontrez pour peut-être les mobiliser, pour leur faire prendre conscience du danger? Alors c'est simple, moi je ne me cache pas, je n'ai pas caché ma situation, de toute façon ce sera compliqué de le faire. Je parle aux gens avec le cœur et je témoigne réellement de ce qui se passe, parce qu'on a toujours l'impression que quand il se passe un accident dans la vie de quelqu'un, il y a la mort, mais la mort, pour moi, aujourd'hui, est devenue une solution. Je veux dire que si on meurt, on n'a pas tout ça à subir, mais quand on arrive dans une situation telle que la mienne, ou quand on devient handicapé, il faut tout réapprendre. Et je ne peux pas rester la bouche fermée, je ne peux pas ne pas aller dans les écoles témoigner, je ne peux pas ne pas dire aux gens réellement les difficultés que ça peut engendrer, parce que c'est une situation qui est très compliquée, très difficile si on ne l'accepte pas, si on n'est pas... Personne n'est prêt, de toute façon, il n'y a pas d'école d'handicap, d'ailleurs. Et je suis obligé, c'est mon besoin de parler, de témoigner en tout cas. Je le fais parce qu'il m'a été donné de le faire. J'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que je valais, ce que je voulais faire réellement. Et aujourd'hui, je transmets ce message et je témoigne avec le cœur parce que ce serait dommage réellement de ne pas le faire. Et je pense que jusqu'à maintenant, j'ai eu de très bons retours. Ça fait 10 ans. Et 10 ans où des gens ont été très sensibles à la situation, ils m'ont écouté
Ils ont pu m'épauler, j'ai pu encourager beaucoup qui sont à l'hôpital, beaucoup qui sont sortis de leur situation, et beaucoup qui avaient cette déception de vie. J'ai pu les encourager à vouloir vivre encore. Pour ma part, j'ai refait ma vie et j'ai pu la reconstruire. Donc je tente à mettre la pierre à l'édifice, en tout cas à encourager de par ma situation. Demain, il y aura de nombreuses manifestations, il y en a toute l'année, des actions de sensibilisation, de répression, des contrôles. Vous-même, vous y participez. Est-ce que tout ça, ça a un véritable impact? Est-ce qu'avant, quand vous étiez valide, quand vous entendiez ça, ça changeait vraiment votre comportement? Alors je n'avais aucune conscience des choses quand j'étais valide. J'entendais bien parler des accidentés de la route, mais je n'avais pas encore réellement pris conscience. Et je n'avais pas quelqu'un en fauteuil roulant qui pouvait me parler ou dans une situation d'handicap qui pouvait m'expliquer un peu les choses, me faire toucher du doigt l'handicap. Aujourd'hui, je tiens à témoigner réellement de ma situation parce que ces actions ne sont pas faites par hasard. Moi, aujourd'hui, si je sors, si je bouge, si ces actions sont faites, c'est qu'elles sont faites pour un but et une raison, et sauver des vies. Et la plupart des personnes valides passent à côté de ces choses en pensant qu'ils sont, on va dire, intouchables, entre guillemets. Je le pensais aussi. Et en fait, non, je dis oui, ça sert à quelque chose. Il faut continuer de le faire parce qu'il y a de vraies personnes qui sont engagées, qui ont envie de le faire. Et puis, je pense à tous ceux qui sont à l'hôpital en ce moment, qui aimeraient parler, qui ne peuvent pas parler. Et tous ceux qui sont engagés, en tout cas tous mes frères ce week-end qui seront là, qui seront sur les routes, qui vont sensibiliser, les gendarmes, les ambulanciers, en fait tous ceux qui seront là sont là parce qu'ils savent, ils touchent du doigt tous les jours ce qui se passe et on est vraiment sensibilisés dessus. Dernière question, qu'est-ce que vous regrettez le plus aujourd'hui quand vous regardez dans le rétroviseur? Je regrette de voir quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui va faire le fou sur la route avec sa moto. Je regrette de voir un jeune qui a encore l'envie de faire le fou sur les routes, oui. Je regrette l'innocence de certains, le manque de connaissance de certains, parce qu'on est dans l'ère de l'information, on n'a plus d'excuses. Écoutez, c'est simple, hein. Quand on se retrouve sur un lit d'hôpital, il n'y a que les yeux pour pleurer et la famille pour soutenir. Et je ne vous souhaite pas ça. Mais je souhaite à personne cela. Et les regrets servent souvent à rien quand on arrive à un tel événement dans sa vie, en tout cas à une telle situation. Le bras ne repousse pas, la jambe ne repousse pas et le fauteuil roulant ne disparaîtra pas. Et se réveiller avec ça tous les matins, vivre avec ça tous les matins, je ne le souhaite à personne. Donc, ne pas avoir de regrets, en tout cas, moi, je m'acharne à le faire. Beaucoup de mes frères s'acharnent aussi à le faire en fauteuil. En tout cas, je pense à pas mal de mes copains handicapés qui, eux, se battent. Je vois les difficultés, j'en suis conscient. J'espère que le peuple entier, en tout cas tous ceux qui regardent le journal en ce moment, peuvent prendre conscience de cette difficulté et faire en sorte que leur vie de valide se passe bien parce qu'elle est déjà pas simple en étant valide, la vie. Donc se retrouver dans un fauteuil roulant ou se retrouver avec une jambe en moins en béquille, je pense que c'est empirer, aggraver les choses et ça ne sert à rien. Merci beaucoup, Michael Gouasside, d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que votre témoignage en touchera plus d'un, en tout cas pour ce week-end qui s'annonce très accidentogène une fois encore. Donc on espère que tout le monde fera attention. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Parlons maintenant d'une jeune fille qui devrait tous vous plaire. Elle s'appelle Pauline, elle est robertine et ses longues jambes fines et sa chevelure féline ont séduit le jury du casting. Joli poème, souvenez-vous, il y a quelque temps, l'agence de mannequins Elite Model cherchait une perle ultramarine lors de la finale qui a eu lieu en Guadeloupe. C'est donc la jeune Pauline qui a remporté le concours. Bientôt, elle participera à la finale nationale. Océlia Cartès et Guillaume Bacoul sont allés à sa rencontre. Tout a commencé au mois d'avril, lorsqu'elle a décidé de participer au concours régional de mannequins de la prestigieuse agence Elite. Pauline fait partie de la cinquantaine de jeunes filles sélectionnées pour le concours international.
Depuis toute petite, je voyais les sélections élites à la Galeria et je me suis dit, allez, quand j'aurai la taille, quand j'aurai 16 ans, j'irai. Et j'y suis allée et ça a marché. Et donc c'était exceptionnel, c'était énorme. Je suis quelqu'un quand même d'assez ouvert, dégourdi et je pense que j'ai quand même confiance en moi, donc j'espère que ça va m'aider pour aller plus loin. Pauline est une habituée des podiums, les projecteurs ne l'éblouissent pas, bien au contraire. La fille banale qui allait au lycée tous les matins, maintenant on me regarde dans la rue, on me dit « Ah, c'est elle qui a gagné !» Et voilà, c'est différent, je me sens un petit peu comme une star. Et c'est quelque chose que tu aimes? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien qu'on me regarde, j'aime bien faire des photos, donc je pense que ça compte tout ça. En attendant, il faut vivre sa vie comme s'il ne s'était rien passé, reprendre son quotidien, comme à l'accoutumée, suivre ses cours de danse. C'est ma passion, j'en fais depuis que je suis toute petite. Et je dois beaucoup à la danse, je dois mon assurance, ma carrure, ma façon de me positionner. Donc je dois énormément à la danse. C'est vraiment quelque chose que j'aime, donc si je peux jongler entre le mannequinat et la danse, ce serait vraiment bien. De lycéenne à mannequin, une ascension qui donne le vertige. Mais rien à craindre, l'entourage de Pauline veille au grain. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est l'encadrer, qu'elle reprenne aussi sa vie, parce qu'entre samedi et aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc la réalité aussi est là, donc il faut qu'elle y pense, puisqu'après, effectivement, en fonction des contrats qui lui seront proposés, on verra vers quoi elle peut aller. Donc nous restons des parents, et comme tous les parents, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Pauline va peut-être voir son rêve se concrétiser. À 16 ans, la jeune Robertine va concourir en Chine parmi plus d'une centaine de jeunes filles venues des 4 coins du monde. Et on l'encourage fortement. Nous sommes jeudi, soir de culture sur ATV. À 20h, Terre d'artistes vous emmènera à la rencontre de Cécilia Guinaud, une artiste multiple, d'un côté décoratrice avec un univers plein d'amour et de malice, et de l'autre créatrice d'un art qui dénonce la violence du monde. Un personnage complet à découvrir tout à l'heure. Voilà ce qui vous attend. Bonjour Cécilia. Bonjour Fanny. On est au cœur de cette œuvre, c'est extraordinaire, ça tourne en plus. C'est pas une œuvre très joyeuse finalement celle-ci. Non, comme beaucoup de mon travail en art, c'est un questionnement sur la société, sur là plus particulièrement sur les femmes qui sont en souffrance dans le monde entier. Voilà, et pour moi c'était important d'en faire une œuvre d'art parce que pour moi l'art c'est avant tout porter des questions. Voilà, et toutes les réponses, ce sera dans Terre d'artistes à 20h avec beaucoup d'émotion, c'est promis. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Lamentin, où c'était un grand jour pour l'école maternelle C de Bas-Mission aujourd'hui. Ce matin, une nouvelle classe a été inaugurée, une classe pour le moins innovante, puisqu'elle accueillera 7 élèves de 3 à 7 ans diagnostiqués autistes ou ayant d'autres troubles du même type. Un dispositif qui permettra à ces enfants de mieux s'intégrer à l'école et à tous les autres d'apprendre la tolérance et le vivre ensemble. Volana Razafi Manansoa. À 4 ans, Jarod adore les avions et les petites voitures. Et lorsqu'il joue, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est d'aligner ses jouets. A priori, rien d'exceptionnel, sauf que Jarod a été diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans. Depuis la rentrée, il a intégré cette classe avec 6 autres enfants comme lui. Pour sa maman, c'est un soulagement. Les difficultés que j'ai rencontrées auparavant, en fait, c'est tout simplement que je n'arrivais pas à communiquer avec lui, je n'arrivais pas à le comprendre. Donc, je ne savais pas comment faire avec lui. Et en fait, Jarod ne mangeait pas du tout. Il faisait que boire, donc je n'arrivais pas à le faire manger. C'est justement quand il est rentré à l'école et qu'il était en contact avec ses autres petits camarades qu'il a commencé à manger. Maintenant, il mange de tout. Cette classe de maternelle se trouve au sein de l'école. Ici, chaque élève est encadré par une équipe enseignante et médico-sociale à raison d'un professionnel par élève. L'objectif, intégrer les enfants en classe ordinaire à leur entrée en CP. Nous travaillons avec eux au niveau de leur autonomie personnelle, qu'ils apprennent déjà à s'habiller, à se déshabiller, à se chausser, et au niveau de aussi à apprendre à manger seul, à ouvrir son paquet de biscuits, à ouvrir sa bouteille d'eau.
qu'ils puissent être libres de ces faits et gestes. Récréation, cantine, activités scolaires. Dans cet établissement, les enfants autistes participent à la vie de l'école avec les autres enfants. Pour la directrice, apprendre le vivre ensemble est bénéfique à tous, handicapés comme valides. L'intégration avec les autres enfants se passe parfaitement bien parce qu'ils jouent aux récréations, ils vont dans la cour avec tous les autres enfants qui ont très vite compris que ce sont des enfants qui ne sont pas tout à fait comme les autres et qui se comportent en protecteur, en grand frère vis-à-vis d'eux. L'unité d'enseignement maternel est une première dans l'île. Si l'expérience porte ses fruits, elle pourrait se poursuivre dans d'autres villes de Martinique. Il y aura une évaluation à la fin de l'année. Déjà, l'enseignant nous dit que les progrès des enfants sont remarquables. Mais il y a par exemple un enfant qui vient du Morne-Rouge. Donc on peut penser que ça serait bien qu'il y ait une unité dans le nord de l'académie. Une nouvelle vie commence pour Jarod et ses camarades. Grâce à cette classe intégrée, ils pourront peut-être vivre une scolarité ordinaire comme n'importe quel autre enfant. Et quand ils seront grands, ils iront sans doute au marché, un lieu toujours très apprécié par les Martiniquais, un espace où tout le monde a l'air de se connaître et où on se sent un peu chez soi. Pour les clients, la proximité, le contact et la fraîcheur des produits sont des avantages sans égal. Et parmi ces clients heureux, il y a bien sûr Hubert Bornil et Michelet François. Nous allons savoir un peu comment les choses se passent sur ces étals, le rapport qu'il y a entre la marchande et la cliente. Alors, question aujourd'hui, quel lien s'opère? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne encore? Après avoir bien tourné dans Fort-de-France, nous trouvons enfin un marché offrant une certaine attractivité. Exigu certes, mais suffisamment fréquenté en ce milieu de semaine. Le marché aux légumes de Dillon semble faire l'affaire. Il y a le marché de gros là-bas pour avoir les produits frais tous les jours. Chez qui du Sienne va pour nous redonner les produits frais. Quand tout ça, ça bricole, une figue, une toute cette là. Une toute là, alors bon, mais c'est mon capable de venir ici habiter. Ah ouais, et puis il y a une question de contact aussi. Voilà. Ça c'est quoi ça? Ça potille. Ah ouais. Apprendre manger, paya. Maïlani bon mangeant, paya. Apprendre manger, paya. Maïlani bon mangeant, paya. Apprendre manger, paya. Une autre personne a dit, marché c'est pour malheureux, grande surface, pour ça qui négocie l'argent. Il y a des gens qui pensent ça? Il y a des gens qui pensent ça? Non, je ne pense pas. Les marchés de proximité, c'est vrai, sont délaissés par une partie des consommateurs. Moyenne d'âge observée sur ces espaces de vente, 50 ans. Les plus jeunes seraient plus attirés par les grandes surfaces. Mais comme on trouve des arguments à tout. En fait, je viens faire les courses pour ma mère parce qu'elle aime bien les fruits et légumes. Donc c'est une bonne occasion. Et donc j'aime bien faire le marché. Les jeunes viennent aussi. Hein. Ah bon? Tout le monde vient. En le monde qui est au marché, en le en partie tout le monde, surtout la matin. Ici aussi, dans le monde qui est au marché. Mais aussi, il y a des gens qui sont très pressés, mais radio calmer Koyo, pas presser Koyo, que à 15 ans moins, il ne faut pas presser Koyo. Tout le monde bien. Tout le monde c'est bien. Emballé, c'est pesé. Voilà, c'est la fin de notre reportage aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait peu de monde dans les marchés. Apprendre manger, paya. Maïlani bon mangeant, paya. Apprendre manger, paya. Maïlani bon mangeant. Et il y aura également peu de monde dans les entreprises. Demain, elles seront désertes tout le week-end. C'est d'ailleurs chaque année toute la problématique du mois de mai. Avec 5 jours fériés, il est un vrai casse-tête pour l'organisation du travail. Cette année, 4 jours fériés sont des vendredis. Du coup, dès le jeudi soir, certaines sociétés seront fermées. Des changements de planning qu'il faut anticiper. Je vous propose de voir comment se préparent les entrepreneurs avec ce reportage signé Guy Raphaël René. Ici, en période de récolte, l'activité ne s'arrête jamais, ou presque jamais. Mais avec les jours fériés à venir, il faut trouver un compromis entre le respect du code du travail et le maintien de la productivité. On ne peut pas laisser de la canne à terre trop longtemps parce que sinon elle devient impropre à la distillation. Et puis il faut aussi profiter des conditions de récolte qu'on ne peut pas faire durer éternellement. Au cours du mois de mai, l'usine va broyer environ 2000 tonnes de canne en moins que d'habitude. Autre entreprise, autre activité, dans cette structure de service après-vente en électroménager, les clients abondent lors des veilles de week-end prolongées. Mais côté recettes, avec les 4 vendredis fériés du mois de mai, la direction prévoit déjà 10% de chiffre d'affaires en moins.
par rapport à un mois normal. Mais néanmoins, les charges restent les mêmes, les salaires, les charges fixes restent les mêmes. On peut parler facilement de 15 000 à 20 000 euros de perte de chiffre. Oui. C'est des fonds perdus, mais on espère que le mois de juin sera bien plus rentable. Une période de restriction pour les chefs d'entreprise qui doivent anticiper cette baisse d'activité. Dans cette grande surface, les portes seront fermées durant les jours fériés, mais il a fallu une organisation en amont pour éviter les ruptures de stock. Sur l'approvisionnement, nous rencontrons des décalages, aussi bien pour tout ce qui est import que local pour les productions. Cela nous oblige à passer nos commandes bien longtemps à l'avance. Des entreprises qui s'adaptent malgré tout au calendrier, mais non sans difficulté. Ici, à la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, on reconnaît la complexité de cette période de l'année. Quand on a une trésorerie qui est un peu limitée, quand on sait qu'on a moins de jours pour faire du chiffre, c'est pas évident. Donc il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas évident. On est dans une situation économique en Martinique qui est difficile, bon, c'est vrai que je le répète souvent, c'est une réalité. Travailler sur un mois où on a quasiment une semaine d'activité qui saute, pour les entreprises que je représente, donc les très petites entreprises et les PME, c'est difficile. Un mois de jours fériés que 27 000 TPE, soit 90% des entreprises martiniquaises appréhendent et devront affronter dès ce week-end du 1er mai. Et voilà, bon week-end à tous. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche PIA. À tout de suite.